14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est donc peut-être l'épilogue d'un des plus fascinants mystères criminels de ces dernières années. Yves Godard, ce docteur Godard qui passait pour un meurtrier et un fugitif aperçu soi-disant aux quatre coins de la planète est sans doute mort. Bonjour, c'était le 1er septembre 1999. Le docteur Yves Godard et sa famille quittaient leur maison du Calvados pour un voyage sans retour. 22 ans plus tard, l'affaire Godard continue toujours à exciter les imaginations. Un mystère criminel parfait, comme si tout avait été mis en place pour brouiller à tout jamais les pistes. Une famille engloutie, rayée du monde, des vivants, sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé. Une mère qui livre des indices au fil des marées. Les doubles vies d'un jeune médecin exalté et passionné. Un corbeau introuvable. Un voilier qui se change en vaisseau fantôme. L'enquête sur le docteur Godard, source inépuisable d'interrogations et de supputations, aura fait le tour du monde pour se refermer sur une énigme. La clé de toute cette affaire se cacherait-elle dans un détail passé jusque-là inaperçu? Un témoin détenteur des ultimes secrets du docteur Godard va-t-il un jour se manifester? Quelles sont les dernières pistes apparues dans ce dossier? Meurtre ou suicide programmé? Nous allons essayer aujourd'hui de le savoir avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, le voyage sans retour du docteur Godard. À l'été 1999, ce médecin du Calvados a embarqué avec ses deux enfants à bord d'un voilier. Personne ne va plus jamais les revoir. Un terrible accident est-il survenu au large de la côte bretonne? Ce dimanche 5 septembre 1999, à 35 milles nautiques au large de l'île de Bas, un patron pêcheur aperçoit une petite embarcation qui dérive tranquillement sur la Manche. Le chalutier vient l'accoster et découvre l'annexe d'un voilier, le Nick. L'annexe est en bon état, aucune trace de choc ou de chavirage n'est constatée. Les rames sont prêtes à être utilisées. C'est comme si l'embarcation avait été volontairement posée sur la mer calme. Le chalutier la prend en remorque et la confie quelques heures plus tard à la gendarmerie maritime. L'ensemble ne présente aucune trace suspecte, indique alors le premier rapport du commandant de la brigade de surveillance du littoral de Brest. Il n'empêche, il retrouvait une veste coincée en boule au fond du petit bateau. Dans une poche, un chéquier appartenant à un certain Yves Godard. Il est vite établi que ce dernier, un médecin qui exerce dans le Calvados, a embarqué sur le Nick, un monocoque de 9 mètres, le mercredi précédent, 1er septembre. Le magasin de location Club Croisière Allée, à Saint-Malo, confirme. Le Nick devait d'ailleurs être restitué ce 5 septembre. L'hypothèse d'un accident de mer, une avarie grave ou même un naufrage est aussitôt envisagée. Une enquête pour disparition inquiétante est déclenchée. Impossible de savoir avec précision combien de personnes se trouvaient à bord. Les gendarmes maritimes de Brest puis leurs collègues de la section de recherche de Rennes commencent leurs recherches. Le vieux combi Volkswagen blanc du docteur Godard est localisé sur un parking du port de Saint-Malo. Les gendarmes retrouvent une compresse tachée de sang ainsi qu'une trousse médicale qui renferme des ampoules de morphine. Ils font des prélèvements de cheveux, de poussière, placent des mégots sous scellés. Ils s'aperçoivent que la moquette usée a été nettoyée à certains endroits, mais pas assez efficacement pour empêcher des taches brunâtres de sang de ressurgir. Ce qui ressemblait jusque-là à une balade en mer qui aurait viré au drame a tout d'une affaire criminelle. Le procureur de Saint-Malo, Rémi Hetz, ouvre une enquête en flagrance. Des gendarmes de la brigade filent jusqu'au domicile des Godard, une jolie longère en pierre claire, posée au milieu du bocage normand à Tilly-sur-Seulles, une commune près de Caen. Pas de désordre notable dans l'habitation, un mot est posé sur la table de la salle à manger, manifestement rédigé par l'épouse du médecin, Marie-France, à l'attention de 2 enfants nés d'un premier mariage. Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, signé Yves et maman. Dans la chambre des parents, un matelas sans drap est taché de sang, tout comme le revers du canapé du salon. Un mur est aussi maculé de sang. Il y avait 4 giclées formant un arc de cercle. J'ai tout de suite pensé à un meurtre, raconte à l'époque le maire de Tilly, Olivier Queneau. Les analyses diront qu'il s'agit du sang de Marie-France. Quant à la lettre, c'est l'écriture du docteur Godard.
De l'annexe du NIC, en passant par le combi Volkswagen jusqu'à la maison de Tilly, tout cela a la physionomie d'une scène de crime. On sait que la famille Godard a quitté la maison de Tilly-sur-Seulles mercredi 1er septembre vers 8h du matin. Un seul témoin, la voisine Bernadette, a assisté au passage du combi. Elle se souvient que le médecin était pressé. Il lui a simplement dit qu'il partait quelques jours. Elle s'est étonnée que son voisin ne lui confie pas les clés pour s'occuper des chats, ce qu'il fait toujours. Elle ne se souvient plus très bien si elle a vu l'épouse Marie-France à bord. Elle a aperçu les 2 enfants, sa fille Camille, 6 ans, son fils Marius, 4 ans. À Saint-Malo, Yves Godard fait des courses dans un supermarché, un peu de nourriture, mais surtout des sacs plastiques, des serpillières et 2 bouteilles de whisky. 2 bouteilles pour quelqu'un qui ne boit jamais, c'est étrange, commentera Jean de Mézerac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. À midi, le médecin et ses enfants montent à bord du NIC. Le temps est idéal pour naviguer, la météo sera favorable pour plusieurs jours encore. Ce jour-là, personne à Saint-Malo n'a aperçu Marie-France Godard. Personne ne l'a vu embarquer pour ces quelques jours de croisière. Bonjour Romain Gubert. Bonjour Monsieur Richard. Romain Gubert, je vais vous prendre, maître Mézerac, on va vous prendre dans un petit moment, mais Romain Gubert, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime, vous êtes grand reporter au Point, vous avez édité, votre journal a sorti une grande enquête cet été avec des photos totalement inédites que moi je ne connaissais pas, une enquête tout à fait passionnante que je conseille à nos lecteurs, qui est toujours disponible en ligne, je crois. Absolument. Ce qui frappe Romain Gubert tout de suite dans cette scène qu'on vient d'expliquer, c'est véritablement ce sang qui est partout et qu'on trouve, la voiture, la maison, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et puis surtout, ce qui fascine très vite les Français, parce que les enquêteurs vont commencer à essayer d'échafauder des hypothèses. Ce qui fascine les gens, c'est que on a une petite famille, un docteur, donc a priori un notable. On s'apercevra que la vie d'Yves Godard est un peu complexe, mais on a là un notable en fin de vacances. On est au début septembre, qui emmène ses 2 enfants sur un bateau, et donc quelque chose d'assez classique. Et donc évidemment, ça fascine tout le monde. Tout le monde se dit qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison qui est effectivement très jolie. On dirait une maison de vacances. On pourrait s'y sentir bien. Et il y a tout de suite ce nuage. Et puis très vite, effectivement, il y a le combi dans lequel il y a des traces de sang. Et puis la piste de Marie-France, évidemment, qui a disparu et dont on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Dès le début, c'est étrange. Hein, il faut dire les choses. Hein. Dès le début, c'est à fait. Parce que les gendarmes tout de suite. Mais oui, parce que il y a des choses extrêmement troublantes. Il y a par exemple l'agenda du docteur Godard. Il a pris des rendez-vous au crayon de papier. Sa semaine est complète. Et puis il les efface à la gomme. On ne sait pas pourquoi. Donc il y a toute une mise en scène. Après, est-ce que dans la mise en scène, sans doute peut-être une fuite organisée par le docteur Godard, peut-être tout seul, sans Marie-France et les enfants. Il s'est passé quelque chose qui a fait que tout s'est effondré et qu'il a été obligé de reconstituer quelque chose, mais il y avait une fuite qui était organisée. Le bateau avait été loué depuis plusieurs semaines. Il avait organisé il avait pris une semaine sans clients, alors que il avait mis sur son agenda tous ses clients. Il avait voilà. Et dès le début, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des hypothèses. Bonjour Thierry Lezeau. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup, voilà, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors au début de cette histoire, vous étiez responsable de la police technique et scientifique dans ce dossier, avant d'être par la suite le directeur d'enquête. Alors dès le départ, on vient d'écouter Romain Gubert, dès le départ on vous dit quoi? On ne s'inquiète pas plus que ça finalement? Tout de suite, moi, on me dit, il n'y a pas de quoi s'énerver, c'est un médecin, donc un médecin, il n'y a pas de raison que ce soit grave. Voilà, que ce soit criminel ou que ce soit autre chose que quelque chose de pas inquiétant. Voilà. Donc voilà comment moi on me dit de démarrer cette police technique. Donc ce que je fais toute une journée. Et quand on ouvre la porte latérale droite, on se rend compte qu'il y a des écoulements de liquide rougeâtre. On en aura également quand on ouvre les portes arrière. Donc, mais le lino en lui-même, le sol, il est propre. Voilà. Puis on a un fameux pot de myrrhe qui est posé là avec le bouchon non vissé posé dessus. Enfin tout ça, c'est des questions qui après seront récurrentes pendant des années, quoi. Parce que qui a lavé le véhicule, quand, pourquoi ça a été laissé comme ça, pourquoi le bouchon est posé sur le flacon, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est quelqu'un qui a été dérangé, ou est-ce que c'est fait volontairement,
voilà. Et les analyses démontreront que c'était bien du sang appartenant à Marie-France Le Gravrand, épouse Godard. Alors la voiture, elle a été nettoyée, c'est ce que vous nous dites, avec ce fameux flacon de myrrhe, effectivement, qui va attirer l'attention. Côté gendarme, vous pensez à quoi? Un meurtre, un suicide, un départ volontaire? Si c'est effectivement un départ, une fuite, quel est l'intérêt de nettoyer ce véhicule? Vous savez très bien que les gendarmes ou les policiers de Saint-Malo, ils vont tomber sur le véhicule abandonné, ils vont le passer au fichier, ils vont l'identifier. Enfin, alors, les premières questions arrivent, quoi. Pourquoi? Bon, puis ce sang, c'était surtout le sang qui était embêtant. Pourquoi pas plus haut que 22 cm? Pourquoi sur la porte latérale? Pourquoi à l'arrière? Voilà. Quelle quantité il y avait? Parce que ça, c'est des questions qui doivent venir à l'esprit d'un technicien tout de suite. Il y avait quoi comme quantité à l'origine? On ne sait pas, puisqu'ils ont utilisé du myrrhe et ils l'ont lavé. Alors pourquoi bonjour, maître Jean de Mezrac. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'être en ligne et d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Pourquoi? Je suppose que vous êtes répété 100 fois, 1000 fois cette interrogation. En quelques mots, maître de Mezrac, là on est au tout début de l'affaire. Cette famille qui disparaît, rien ne le laissait présager ou prévoir, j'ai envie de dire. Vous êtes, je le répète, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Effectivement, dans un premier temps, ils sont nourris d'une légitime et vive angoisse, mais toujours dans l'hypothèse des premiers jours de finalement, comme une partie des enquêteurs d'ailleurs, au demeurant au tout début de l'affaire, une situation de disparition, peut-être un accident en mer, un naufrage, mais rien qui ne donnait encore un caractère criminel au déroulement futur. Rien qui ne le laissait prévoir, et on va revenir avec vous évidemment, maître de Mezrac, dans cette heure du crime. Le 13 septembre 1999, le procureur ouvre une information judiciaire pour meurtre. Le dossier est confié au juge de Saint-Malo, Gérard Zog. La gendarmerie maritime va désormais travailler avec la section de recherche de Rennes. Il faut retrouver le docteur Godard. Les enquêteurs ne savent pas si cette affaire de disparition cache un suicide ou un meurtre. Dans les deux cas, celui de Marie-France Godard. Quoi qu'il en soit, l'enquête est ouverte pour homicide et un mandat d'arrêt international a été décerné à l'encontre de Yves Godard. Où peut-il être passé? Au lendemain du départ du port de Saint-Malo, jeudi 2 septembre, 3 jours donc avant la découverte de l'annexe, un douanier maritime a contrôlé le Nick. Il était autour de 18h. Il s'était étonné de voir ce voilier avancer lentement sur une mer d'huile. Le voilier s'est mis en panne. Le docteur Godard, très peu bavard, a présenté ses papiers. Le douanier a aperçu un seul enfant qui dormait profondément sur une couchette. Le skipper lui a dit qu'un deuxième enfant dormait sur la couchette arrière. Le contrôleur a pour le moins été intrigué par cette attitude, un peu comme si le plaisancier avait quelque chose à cacher. Mais tout était en règle. Le Nick est reparti à l'horizon sans être inquiété. Plus personne dès lors n'apercevra le docteur Yves Godard et ses enfants. S'il s'avère impossible de rattraper Yves Godard sur les flots, il faut tout faire à terre pour retrouver Marie-France Godard, l'épouse présumée morte. Les ports de plaisance de la région sont inspectés. À la fin de l'automne 99, des dizaines de gendarmes multiplient les battues dans la campagne normande, dans le périmètre de la maison familiale. Le juge émet l'hypothèse suivante: Marie-France Godard n'est peut-être jamais montée dans le combi. Son mari pourrait l'avoir tuée dans la nuit et fait disparaître son corps avant le départ pour Saint-Malo. Les fouilles occupent un secteur d'une vingtaine de kilomètres carrés. Des rivières, des mares, des étangs sont sondés, les bosquets et les bois explorés à la recherche d'une dépouille ou d'une tombe. Le 26 décembre 1999, la tempête du siècle qui balait cette région et la France entière interrompt des recherches qui ne reprendront plus. Marie-France Godard ne réapparaîtra pas. 16 septembre 99, 15 jours après le départ du Nick de Saint-Malo avec à la barre le docteur Godard, un gilet de sauvetage appartenant au bateau est retrouvé au beau milieu de la Manche, au large de Guernesey. Le 23 septembre, le radeau gonflable de survie du voilier vient lui s'échouer sur la côte sud de l'Angleterre, à Bridport. Il est vide, en bon état, et personne ne semble avoir embarqué à bord. Il n'est pas exclu
que le médecin ait mis le cap sur l'Irlande ou l'Angleterre, mais dans tous les cas de figure, les experts en courant maritime estiment qu'il est impossible qu'un naufrage ait pu provoquer un tel éparpillement d'éléments du bateau. Commence alors un jeu de piste qui va durer des mois et des années. Le 2 octobre, la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados, le débarquement où vivaient les Godard, reçoit une lettre anonyme portant le cachet du bureau de poste local. Le mot indique que le docteur Godard se trouve sur l'Isle of Man, l'île de Man, orthographiée ici en anglais. Il s'y cacherait. 3 gendarmes se rendent à Man. Ils font le plein de témoignages. Un habitant dit avoir vu Godard et ses enfants près de l'embarcadère. Un autre certifie que l'épouse était là. Les images de vidéosurveillance ne font pas apparaître les Godard. Les gendarmes mettent ensuite le cap sur l'île de Lewis, à l'ouest de l'Écosse. Une deuxième lettre anonyme, toujours postée à Falaise, mentionne que le docteur Godard est dans la région des îles Hébrides, plus précisément Lewis. Sauvait Marius et Camille, est-il précisé. L'auteur des lettres, une femme d'une 60aine d'années, selon les graphologues. Ce premier corbeau ne sera jamais identifié. Thierry Lezeau, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le directeur d'enquête qui a géré toutes ces investigations. Que pensez de ce jeu de piste ? Ah ben, si vous avez la réponse, je suis preneur. On a toujours pensé, après, dans la cellule d'enquête, que c'était quelqu'un, c'était comme un appel au secours, un peu, puisqu'il y a un moment, c'est bien marqué, sauver Camille, Marius, c'est souligné. Voilà, quelqu'un, un corbeau, alors, quelqu'un qui était proche, certainement, de leur histoire. Maintenant, ça peut être aussi d'autres raisons. On s'est aussi demandé si c'était pas lui qui jouait avec nous. Mais enfin bon, envoyer les gendarmes à ses trousses, je sais pas si c'est très, très fréquent, très intelligent. Voilà, franchement, tout ça, c'est des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. C'est un dossier, moi j'ai, enfin, de ma carrière, et je pense qu'il y en a pas mal qui doivent dire ça aussi, mais on n'a jamais vu ça. Des pistes partout, nous envoyer partout. Ouais, on a l'impression, à chaque fois, ça nous donnait cette impression de tirer sur des ficelles d'enquête, des ficelles de piste, quoi, et jamais arriver au bout, il n'y a jamais rien au bout. Il n'y a jamais rien au bout, et finalement, on ne trouve pas du tout de solution, de réponse, en tout cas, à toutes ces questions. Maître Jean de Mézerac, on vous retrouve un peu plus longuement tout de suite. Vous êtes l'avocat de la famille de Marie-France Godard. On sait que le docteur Godard avait une somme d'argent assez conséquente, d'ailleurs, quand il est parti. Il avait sans doute rassemblé des économies. Ce qui apparaît très vite dans cette enquête, c'est que finalement, tout est préparé. Le docteur Godard, il n'a pas laissé grand-chose au hasard. Alors, il n'a pas laissé grand-chose au hasard, certes, mais il n'en demeure pas moins que son départ relève d'une certaine précipitation. Dans un premier temps, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas avisé son épouse Marie-France de son projet de vadrouille en bateau. La preuve en est, c'est que celle-ci avait eu un entretien téléphonique très long la veille avec sa fille, née d'une précédente union. Et à cette occasion, elle n'a pas signalé un seul instant qu'il était prévu de partir faire un tour de bateau en Bretagne. Donc, c'est certain que tout cela a été dissimulé à madame. Alors ensuite, est-ce qu'il a savamment organisé son départ ? Je demeure perplexe sur cette question. Car sa dernière carte bleue de course à Saint-Malo démontre tout au contraire qu'il n'y a pratiquement pas de vivres, il n'y a pratiquement pas d'affaires pour la rentrée scolaire des enfants. Oui, mais maître, ça n'exclut pas une préparation globale de son expédition, même une expédition fatale, j'ai envie de dire. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on peut supposer légitimement à l'époque qu'il a préorganisé une fuite à l'étranger. D'autant plus qu'il était intéressé par certains placements offshore. On va y venir, oui, bien sûr. Mais finalement, et je pense que M. Lezeau le confirmera, toutes les investigations qui seront menées à ce titre vont échouer, soit faute d'éléments concrets, soit du chef de l'opposition du secret professionnel de la part de certains organismes bancaires internationaux, notamment tout à fait. En Angleterre ou à l'île de Man. Ça va être évidemment le silence. Romain Gubert, vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Point. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce couple, Yves Godard et son épouse ? Ils s'entendent plus à ce moment-là quand il y a c'est un couple qui est en crise. Des témoignages qu'on a pu avoir de leurs proches
proches de ceux qui les ont côtoyés. C'est un couple passionnel et fusionnel. Quand ils se rencontrent, ils sont engagés l'un et l'autre dans une vie de couple. Ils ont chacun des enfants de leur côté. Et voilà, c'est un couple qui fonctionne, qui s'influence mutuellement. On a retrouvé une lettre de Marie-France à Yves dans laquelle on sent un dialogue intense dans ce couple, avec des remises en cause, sans doute des moments d'extrême tension, de crise. Enfin bon, c'est un couple qui n'est pas plan-plan. Ils ont des activités, ils rentrent pas dans les cases. On se dit, docteur Godard, médecin de province, tout est propre, etc. Pas du tout. C'est ce que je veux dire par là, on soupçonne pas quelque chose de fatal dans ce couple. Ah non. Il n'y a pas de non, il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu de menace. Il n'y a pas d'alerte. Il y a des choses étranges. C'est-à-dire que Yves Godard ne présente pas ses enfants, issus de son couple, son histoire avec Marie-France, à son propre père, avec qui il a des relations extrêmement tendues et qui est un drôle de personnage lui aussi. Il y a des zones d'ombre dans leur couple, mais aucune alerte. Personne ne vient prévenir les services sociaux, par exemple. Aucune trace du docteur, ni de ses enfants, ni de son épouse. Et si la vérité de ce drame se cachait dans les vies privées ou intimes des Godard, jusqu'à se convaincre mutuellement de commettre l'irréparable. Yves Godard n'est pas vraiment un médecin en odeur de sainteté auprès de ses collègues. Cet adepte des médecines douces, d'acupuncture, mais aussi d'astrologie, herboriste à ses heures et controversé. N'a-t-il pas été condamné à Caen en 1990 pour exercice illégal de la pharmacie? Il est en guerre également avec les caisses de retraite et d'assurance maladie. Pour éviter les huissiers, il a même fait immatriculer ses 2 voitures au nom de ses enfants. Godard croule sous les dettes qui pourraient avoisiner les 300 000 €. Cette situation intenable qui le met régulièrement en boule l'aurait-elle incité à tout plaquer, à préparer en quelque sorte une espèce de cavale afin qu'on ne le retrouve plus? Cet homme en colère est depuis 1994 adhérent à la Confédération de défense des commerçants et artisans, la CDCA, un syndicat très remuant et revendicatif de petits patrons. Il est le trésorier de la Confédération pour le Calvados. Les gendarmes s'intéressent de près à cette piste financière et au montage de discrètes sociétés civiles immobilières. Une enquête qui va les conduire jusqu'à Madère pour savoir si Godard n'avait pas organisé là-bas des montages financiers occultes au bénéfice de la CDCA ou pour son propre profit. Ces manœuvres comptables lui auraient-elles attiré des ennuis? Cette enquête sera reprise en 2003 par le gendarme Thierry Lezeau, mais elle se heurtera très vite au secret bancaire. Impossible d'aller beaucoup plus loin. Dans la maison familiale des Godard, les gendarmes ont mis la main sur une lettre manuscrite de 3 pages qui les a fortement intrigués. Des mots écrits par Marie-France à l'attention de Yves. L'épouse semble encourager le médecin à s'enfuir et à refaire sa vie. « Tu as toujours joué un rôle, mais je te sens prêt. Tu ne peux plus tricher par rapport à toi-même », écrit Marie-France Godard. « Actuellement, je pense que le plus urgent pour toi est de te sauver, toi, de te privilégier. » Est-il encore mentionné? Le vocabulaire, je veux bien m'harmoniser avec toi, est-il écrit, ressemblerait fortement au vocabulaire d'une secte alors en vogue et qui multiplie les adeptes. La secte Ivy pour invitation à la vie intense. Les gendarmes apprennent ainsi que Yves Godard a participé à une réunion de la secte en forêt de Pimpon, non loin de Rennes. Une déviance sectaire aurait-elle entraîné le couple dans un chaos ésotérique jusqu'à choisir ensemble une issue fatale? Les enquêteurs ne parviendront pas à dire si une quelconque emprise sectaire a fait basculer le destin des Godard. Maître Jean de Mezrac, vous êtes l'avocat de la famille de Marie-France Godard et vous êtes notre invité, l'un de nos invités aujourd'hui sur RTL. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette piste qui a l'air comme ça alléchante, la piste sectaire, un petit peu ésotérique, un couple qui se serait peut-être entraîné pour une issue fatale? Écoutez, comme malheureusement beaucoup de portes, celle-ci s'est rapidement fermée, malgré les investigations qui s'imposaient des enquêteurs, et rien n'a abouti dans le cadre d'une recherche, d'une participation à une secte ou quoi que ce soit. Donc il y a eu des contacts assez légers, assez superficiels avec des mouvements sectaires. Il y a celui que vous venez de citer, l'IVI, mais également les Rose-Croix à un moment. Mais tout cela n'a pas abouti.
et nous n'avons rien identifié de l'appartenance ou de la fréquentation assidue d'une quelconque secte. Et Marie-France Godard avait un penchant comme ça, ésotérique. Est-ce qu'elle en parlait autour d'elle ? Est-ce que son mari aussi était dans ce genre de situation ? Enfin, ils avaient tous les deux un passé assez original parce qu'ils avaient participé à une vie un petit peu bohème dans leur fin de jeunesse, avec une troupe de théâtre où tout le monde habitait dans un espèce de château près de Caen. Mais ce n'est pas véritablement un mouvement sectaire dont ni l'un ni l'autre ne semble avoir jamais appartenu. Romain Gubert, vous êtes dans le studio de l'heure du crime, journaliste au point. Il y a cette piste financière au sens large qui va être beaucoup creusée par les enquêteurs. Il y a une branche qui m'intéresse beaucoup plus que les autres, il faut bien le reconnaître, parce qu'elle a été vraiment très poussée, c'est le CDCA, ce fameux syndicat. Qui est un syndicat dont on a perdu la trace, mais en fait qui est l'émanation du mouvement poujadiste. C'est les suites, un syndicat musclé qui va faire des descentes chez les huissiers de justice, qui va incendier des locaux de l'URSSAF, et Yves Godard participe à ce mouvement parce que, comme vous l'avez dit, il est un petit peu anti-système, et donc il participe, il milite au CDCA, mais aussi effectivement il ne paye plus ses charges depuis très longtemps. Et donc il y a un mystère autour de cet argent. Est-ce qu'il l'a placé quelque part, puisque la CDCA a organisé des tas de sociétés dans des paradis fiscaux, et notamment à Madère, et les enquêteurs vont trouver un compte, mais sans réellement beaucoup d'importance. Il y a 8 000 € dessus, et très peu de mouvements avant sa fuite, ni après. Donc c'est une... Et puis le secret bancaire va se refermer aussi. Le secret bancaire se ferme, c'est-à-dire que les journalistes vont plus vite que les enquêteurs. C'est-à-dire que les journalistes vont dans les banques, demandent, se présentent parfois sous l'identité du docteur Godard en disant « je veux récupérer mon argent ». Et là, panique dans la banque. Mais... Les gendarmes poursuivront un journaliste de Paris Match comme ça qui s'était présenté au guichet. C'est ça. En disant que c'était un émissaire du docteur Godard. Et puis il y a une bagarre au sein de la CDCA. Pour certains des auditeurs qui s'en souviennent, il y avait quelqu'un d'assez charismatique qui s'appelait Christian Pousset, qui avait envisagé de se présenter à la présidentielle et qui a été assassiné. Et donc il y a des tas de fantasmes qui commencent à courir. Il y a des rivalités dans ce syndicat. Et on se dit, tiens, Godard était-il un membre de cette organisation, de ces rivalités? Est-ce qu'il avait caché de l'argent? Et donc il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, et les enquêteurs vont travailler sur cette piste sans succès là aussi, comme pour les sectes, comme pour tout un certain nombre de pistes qui vont se fermer. Et se perdre dans les sables. Oui, complètement. Difficile de savoir ce qu'avait en tête le docteur Godard quand il a décidé de cette expédition. Est-il mort? Est-il vivant? La mer va peu à peu donner de sombres réponses à cette question qui tenaille les enquêteurs. Le 6 juin 2000, aux alentours de 3h du matin, les marins pêcheurs de l'Indomptable, un chalutier immatriculé à Erquy dans les Côtes-d'Armor, remontent un petit crâne dans leur filet. L'équipage le met de côté et le remet à la gendarmerie maritime. Découverte capitale 9 mois après le début des investigations, les analyses ADN indiquent qu'il s'agit effectivement du crâne de la petite Camille, 6 ans, la fille des Godard. Les marins de l'Indomptable sont ennuyés car ils indiquent avoir rejeté à la mer un autre morceau de crâne pêché au même endroit. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un vestige humain de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne voulaient pas de problème avec l'administration. S'agissait-il du crâne du frère de Camille, le petit Marius? Nul ne le saura jamais. Ces ossements ont été remontés en baie de Saint-Brieuc, pas très loin d'où le voilier Nick a appareillé et où il avait été contrôlé par un douanier. Quelques mois auparavant, un pull étiqueté au nom de la petite Camille ainsi qu'un sac contenant le portefeuille de Marie-France Godard avait été repêché plus à l'ouest. 6 ans après ces découvertes, la question centrale de l'affaire, où est passé le docteur Godard? Cette interrogation trouve enfin une réponse. Le 16 septembre 2006, Yvon Karoff, propriétaire du Hatfield, un fileyeur de Morlaix, remonte des ossements humains à 40 000 de Roscoff, un fémur et un tibia. Le patron pêcheur pense immédiatement à l'affaire Godard. Il s'agit bien des ossements du médecin. Yves Godard est mort. La confirmation du décès du docteur Godard ne met toutefois pas un terme à l'enquête, d'autant plus qu'un très actif facteur
fait tourner en bourrique les gendarmes. Dès l'année 2001, les habitués de l'archipel des Ébiens, dans les Côtes-d'Armor, pas très loin de Saint-Malo, font de curieuses découvertes sur une même plage. Tout d'abord, la carte professionnelle de Yves Godard, puis au fil du temps, une carte bancaire lui appartenant, une carte de crédit à la consommation. La série va s'arrêter en 2008 avec la découverte d'une carte de sécurité sociale. Il est établi que tous ces documents n'ont pas séjourné dans l'eau. Quelqu'un les avait en sa possession et s'amuse à les disséminer. Au fil du temps, cet étrange facteur joue avec les nerfs des enquêteurs. Il n'a pas choisi ce lieu au hasard. La plage des Ébiens était un lieu de promenade de Yves Godard quand il était enfant. L'homme ou la femme qui sème ces indices ne sera jamais identifié. Maître Jean de Mezrac, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Alors il y a cette découverte capitale, ce sont ces ossements du docteur Godard. Le docteur est mort. Est-ce qu'une partie du mystère est largement levée à ce moment-là? Est-ce que l'enquête est terminée? Une partie du mystère levée, je dirais non, malheureusement. En revanche, l'effondrement total de tout espoir de retrouver vivant Marie-France ou le petit Marius, effectivement, se réalise comme il s'était d'ores et déjà réalisé dès juin 2000, lors de la découverte du crâne de la petite Camille, puisque là, du chef des sentiments sincères que le docteur Godard portait tant à ses enfants qu'à son épouse, il n'était pas sérieusement envisageable pour la famille d'imaginer qu'il aurait pu poursuivre le parcours d'une fuite à l'étranger sans la présence de la petite Camille et uniquement avec Marius ou à la supposée vivante Marie-France. Donc l'effondrement de tout espoir date en réalité de juin 2000. C'est pas, donc effectivement, c'était pas envisageable qu'il puisse prendre la fuite de cette manière. Quel est votre sentiment, maître Jean de Mezrac? J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que Marie-France Godard était à bord de la camionnette et ensuite qu'elle a été finalement emportée dans le bateau sur le pont du Nic, ou bien est-ce qu'elle était à terre quelque part et elle aurait été tuée avant ce départ? Écoutez, toutes les investigations menées par les enquêteurs, les magistrats instructeurs successifs du dossier n'ont pas permis d'arrêter une certitude sur le point de savoir si Marie-France, vivante ou d'ores et déjà morte, a quitté ou non le domicile ou du moins le véhicule. Donc ça reste un élément non élucidé. Romain Gubert, il y a des spécialistes des courants qui vont beaucoup travailler sur cette affaire et c'est intéressant parce que effectivement cette espèce de naufrage ou pas naufrage, en tout cas les morceaux sont disséminés un peu partout. Très important, on ne trouve pas le voilier, le Nic. Alors ça, et pourtant la Marine nationale envoie à 2 reprises des sous-marins spécialistes et des bateaux spécialistes pour détecter les mines. Enfin, dans cette affaire, on peut pas faire le reproche à la gendarmerie ou même à l'armée d'avoir été économe. Il y a des plongeurs sous-marins qui ont travaillé dans la Manche, il y a ces 2 bateaux qui sont allés voir, et le bateau n'a jamais été retrouvé, ce qui est extrêmement rare. Enfin, si je vous dis ça, c'est que c'est rarissime en matière maritime. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai regardé on finit toujours par retrouver, surtout dans cette zone qui est extrêmement fréquentée, si c'est au milieu de l'Atlantique, évidemment, mais là, cette zone entre la Grande-Bretagne et la France est fréquentée, scrutée. C'est que fatalement, il y aurait un écho. Mais oui, bien sûr. C'est un bateau de 7 mètres. Vous avez quand même des tas d'éléments du bateau qui se détachent progressivement. Donc, on aurait retrouvé, vous savez, un mât, une voile, les éléments à l'intérieur du bateau qui flottent tous pour protéger le bateau. Il y a rien. Un coussin. Non, là, on a retrouvé. Et comme si ça avait été organisé, parce que la veste dans l'annexe avec le chéquier, enfin, tout ça semble mis en scène pour qu'on puisse identifier tout de suite l'annexe en retrouvant le chéquier, en voyant Yves Godard dessus. Oui, on peut imaginer, c'est un mystère organisé. Oui, bien sûr. On dit, voilà, il y a eu un naufrage, on montre bien qu'il y a eu un naufrage. Et on montre bien que ce naufrage, c'est organisé. Et puis, pardon, dernière chose, sans doute aussi, le bateau de survie qui a été retrouvé au large des côtes britanniques a été pris, parce qu'il y a ça aussi, a été pris dans des filets de pêche. Et ensuite, en remontant leurs filets de pêche, les pêcheurs ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On va être obligé de faire une déclaration
déclaration, et donc ils l'ont balancé sur les côtes. Et donc il y a ça aussi, il y a un peu, vous savez, il y a du mystère et du non-dit. Voilà, il y a l'éparpillement des sources qui fait que... Et autre point, alors Romain Gubert, qui est important, c'est ce fameux facteur, comme on peut l'appeler. Le corbeau. Voilà, les enquêteurs ont passé. Ce corbeau pédestre. Mais ils sont allés jusqu'à Strasbourg pour rechercher dans des monastères, parce Yves Godard avait une clientèle qui parfois était beaucoup des religieuses, des gens qui étaient dans les églises. Bon, très bien. Et donc ils sont allés chercher dans cette filière-là en se disant peut-être qu'il y a quelque chose autour d'un... non, ils n'ont rien trouvé. Et il y avait une maison de retraite qui était juste à côté de la plage des Ébiens, qui était tenue par des religieux. Donc les enquêteurs ont été réduits, à mesure que les portes se fermaient, à construire des échafaudages, des cathédrales d'indices et ils n'ont jamais pu retrouver effectivement ce corbeau, alors même que les cartes, on les a vues, elles sont comme si elles sortaient de votre portefeuille. Or, donc c'est quelqu'un qui les possédait. Au bout de 6 ans en mer, la carte est lavée, la carte est dégradée. Non, là il y avait tout. C'est quelqu'un qui les possédait. Difficile d'aller désormais plus loin pour les enquêteurs. Après 13 ans d'enquête et de recherche, la juge va décider de clore le dossier. Décision qui ne met toutefois pas un point final à l'affaire Godard. À l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction, Jérôme Laurent, le dossier avait été réactivé. Le magistrat souhaitait une reprise systématique des éléments. Des pistes vont être ainsi explorées à Miami, en Afrique du Sud, en Thaïlande ou en Crète. En l'absence d'éléments et de révélations, la justice décide de clore le dossier Godard le 14 septembre 2012. Un non-lieu est prononcé en décembre 2015. Les déclarations d'absence de Marius et de Marie-France Godard, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, ces déclarations d'absence sont publiées. L'enquête s'arrête sans conclusion définitive, même si une thèse se dégage, celle d'un suicide déguisé en naufrage. Pressentant peut-être une rupture avec son épouse, le médecin normand aurait décidé d'en finir avec sa famille et d'en saborder tous les membres. Il a emporté par altruisme criminel sa famille dans un suicide pour épargner aux survivants de vivre avec le souvenir d'un crime, indique alors Maître de Mezrac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard. Bernard Massé, le chef de la section de recherche, est exactement sur la même longueur d'onde. La thèse du suicide altruiste semble la plus probable, écrit-il dans ses conclusions. Après toutes ces années, l'enquête ne conclut pas à une quelconque culpabilité du docteur Yves Godard dans la mort de son épouse. Il ne ressort pas de cette information judiciaire de charges suffisantes contre Yves Godard ou contre quiconque d'avoir commis les faits d'homicide volontaire de Marie-France Legraverand, épouse Godard, est-il écrit. La mère garde pour elle le mystère de ses disparitions. Le dossier est clos, mais pas définitivement fermé. En cas d'éléments nouveaux, il pourrait être rouvert, et ce jusqu'en 2032. Maître Jean de Mezrac, avocat de la famille de Marie-France Godard, est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous croyez toujours aujourd'hui que finalement la thèse du suicide est la plus probable, un suicide organisé et mis en scène par le docteur Godard ? Je pense que les diverses analyses et l'incohérence des éléments d'équipement retrouvés du bateau confortent cette unique thèse accessible à l'entendement, quand bien même l'entendement est difficile dans cette affaire. Et je pense qu'effectivement, il a procédé à un acte manifestement criminel, mais par égard pour les survivants de la famille, que ce soit la sienne proche ou celle de son épouse, il a tenté de simuler la thèse d'un naufrage. Je pense qu'on ne peut retenir que cette formule. Il y a beaucoup de lâcheté alors dans cette attitude, si je vous suis. Ça veut dire que j'explique tout ça par un naufrage alors que finalement j'ai naufragé tout le monde. C'est effectivement lâche, mais ça relève également d'un certain degré d'intelligence qui ne manquait pas au docteur Godard, que tout le monde reconnaît comme quelqu'un de fin, assez calculateur et intelligent. Thierry Lezeau, vous avez été l'un des directeurs d'enquête dans cette mystérieuse affaire Godard. Vous avez vraiment enquêté dans tous les sens dans ce dossier, relu et lu des centaines de fois les pages. Est-ce qu'on saura un jour avec plus de certitude ce qui s'est vraiment passé? Franchement, pour moi, ça restera le dossier le plus difficile de ma carrière, ça c'est sûr.
Sur plein de raisons. Puis moi, je vous dis, je garde toujours, et j'ai toujours aujourd'hui, toujours l'image des deux enfants, ça c'est sûr, qui jouent sur cette plage à Granville, là, juste là où, quelques jours avant qu'ils partent. Ça, je les vois sur leur jouet de plage, là, Gonflamme. Voilà, c'est à eux que je pense à chaque fois. Ils ont disparu, oui. Dans quelles circonstances, personne ne pourra l'affirmer pour l'instant, formellement. Je ne sais pas si un jour on aura la lumière dans ce dossier, j'en sais rien. Est-ce que Yves Godard a été aidé dans sa fuite, dans son départ? Est-ce que quelqu'un l'a éliminé? Voilà, on n'a pas d'éléments forts pour le prouver. Est-ce qu'il s'est suicidé? J'ai du mal. Voilà. Vous savez pas, évidemment, et personne ne sait, c'est le grand mystère de cette histoire. Un mot très court, maître de Mezrac. Comment les survivants, si je puis dire, notamment la famille de Marie-France Godard, vivent aujourd'hui ce mystère permanent? Je vous remercie de me poser cette question, car j'allais vous demander l'autorisation de le rappeler. C'est avant tout, cette affaire, un immense drame humain, bien au-delà du feuilleton qui a passionné un certain temps les Français, compte tenu de sa médiatisation. Vous avez dans cette affaire des parents qui ont perdu leur fille, des jeunes adolescents à l'époque qui n'avaient plus de maman, plus de demi-frères et sœurs et qui s'entendaient très bien, des frères et sœurs qui n'avaient plus de sœurs, et tous ces gens-là ont vécu dans une dignité qui fait mon admiration. Tous les événements, les soubresauts, apprenant quelquefois des éléments par les médias, c'était extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, ils veulent vivre et poursuivre leur deuil dans la dignité et la discrétion. Ils ne veulent peut-être plus en entendre parler, ou en tout cas tourner la page. Romain Gubert, on va terminer cette heure du crime avec vous. Est-ce qu'il y a une possibilité finalement que le dossier puisse rebondir, si je puis dire? Oui, vous l'avez dit, jusqu'en 2032, il faudrait qu'un élément nouveau soit déterminant, soit mis à jour. L'apparition du corbeau, qui aurait des choses à dire, ou bien retrouver le bateau. Le bateau pourrait donner des éléments aussi, mais évidemment, voilà, pour l'instant, non, ce dossier va peut-être se finir comme ça, sur un grand mystère, et ça restera une des plus grandes enquêtes. Grand mystère criminel. Oui, grand mystère criminel. Évidemment, est-ce que par exemple des détails ont été omis? Le dossier, il est monstrueux. Alors, on a l'impression que tout a été ratissé. Oui, les enquêteurs ont très bien travaillé, on peut pas leur faire ce procès-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la presse a beaucoup pollué le dossier, parce que comme c'était une affaire qui fascinait tout le monde, voilà, non mais je me mets dedans évidemment, et il y a eu une telle folie autour de cette histoire que peut-être que les enquêteurs sont arrivés après coup sur certains sujets, ou bien ont été influencés dans leur recherche. C'est vrai que c'est pas facile de travailler sous l'œil des médias. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une fouille qui avait été organisée sur la plage des Zambiens, et il y avait absolument tous les médias qui regardaient les enquêteurs fouiller. Dans ces conditions-là, c'est compliqué pour eux de travailler sereinement. Merci beaucoup, Romain Gubert, maître de Mezrac, qui était en ligne, et également Thierry Lezeau, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard, Nicolas Godet et Boris Pirdu à la réalisation. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL.